Bonjour tout le monde, bienvenue au 8e épisode du podcast Grandir avec douceur de Mila Lune. Aujourd'hui, grande journée, c'est tellement merveilleux la technologie. Maintenant, on peut être à sur deux continents différents puis quand même avoir une super belle connexion puis pouvoir échanger ensemble. Donc, j'ai le bonheur aujourd'hui d'accueillir Romane Rolandin, qui est en formation pour devenir thérapeute en parentalité. Et Romane, donc, est en France, dans la région de Reims, qui se situe à 1 heure de train environ de Paris. Et fun fact qu'elle me disait juste avant qu'on se connecte pour l'enregistrement, c'est là qu'on fait le champagne. Ai-je attiré votre attention? Et aujourd'hui, Romane, je vais te laisser te présenter dans un tout petit instant, mais je vais juste mentionner qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu lourd, mais que je pense qu'il est nécessaire puis que les parents soient séparés ou encore ensemble, qu'on vit tous à un moment ou un autre en tant que coparents. C'est la coparentalité difficile, quand il y a des conflits, quand on n'est pas d'accord, comment on fait pour gérer ça tout en protégeant l'enfant sans que l'enfant subisse les conséquences, se sente entre l'arbre et l'écorce. Donc voilà, bienvenue Romane, je vais te laisser te présenter. Eh bien, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir parler effectivement sur ce sujet qui touche, je pense, beaucoup de parents. Pour le coup, on en discutera après, mais j'ai souvent des questions à ce sujet et toi aussi, de ce que j'ai compris. Donc, c'est que c'est un vrai sujet et je pense que c'est important de pouvoir aider peut-être des parents à trouver des solutions ou des axes d'amélioration, en tout cas, donc pour le bien-être et de l'enfant et des parents. Et donc, tu disais que en fait, là, tu étais en train de faire ta formation pour devenir thérapeute en parentalité et tu vas te spécialiser du côté des parents, vraiment. C'est ça, oui, c'est vraiment important pour moi pour, expliquer un petit peu mon parcours. Donc j'ai une petite fille, qui a 3 ans et à sa naissance, j'ai fait une dépression du postpartum. Donc ça a beaucoup bousculé un peu, la vision de la maternité, de la parentalité que j'avais. Ça a été très compliqué forcément au début parce que j'étais pour la première fois maman, je me posais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de doutes et en plus rajouter à ça une période dans laquelle moi j'étais pas forcément voilà, on va dire en plein moyen de moi-même. Donc à ce moment-là, je me suis dit que j'allais, beaucoup me renseigner, beaucoup rechercher pour essayer d'offrir le meilleur à Charline en termes d'éducation, en termes de, voilà, de décision et cetera. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, moi qui pensais être la seule à 3 heures du matin sur mon téléphone, sur Google, à chercher: «Est-ce que c'est normal que ma fille fasse ça?» Bah, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'autres parents qui étaient dans la même situation que moi. Alors pas forcément sur la partie dépression postpartum, mais tout simplement à se poser des questions et donc j'ai eu envie de me dire: «Ben, voilà, peut-être qu'il est temps aujourd'hui, vu qu'on n'a plus ce fameux village avant, il est temps qu'on le reconstruise», comme tu le disais, d'une manière un peu plus, mondiale, si on a besoin. Mais voilà, grâce au réseau et donc je me suis lancée sur les réseaux et aujourd'hui, j'ai à cœur de pouvoir aider, voilà, les parents à guérir de leurs blessures parce que forcément nos blessures, elles ont un impact sur, nos enfants et puis aussi leur donner des Ouais. astuces, des conseils, peu importe, tout ce dont ils ont besoin pour être épanouis dans leur parentalité. Et c'est important je pense important de mentionner à quel point ton contenu est tellement pertinent. Tous les posts que tu fais, toutes les vidéos, les conseils que tu donnes, c'est tellement pertinent, ça fait du bien aussi à l'âme de parents, ce qu'on y retrouve. Puis t'es rendu avec un bon following, là, t'as 35 000 bientôt followers sur ta page Instagram, donc ça dit beaucoup. Ça veut dire que ça parle à beaucoup de gens. Oui, c'est ce que je pense, c'est vrai que ça a démarré assez vite, et sur TikTok, je suis aussi sur TikTok, alors je poste les mêmes choses, mais je pense que j'ai pas les mêmes parents et sur TikTok, on est 45 000 et en fait, je me suis rendu compte que très rapidement, ça a pris parce que je pense que clairement, oui, il y a un besoin derrière et que les parents avaient besoin, voilà, de ces conseils. J'essaie d'être le plus neutre possible, sans jugement, parce que c'est important pour moi. À partir du moment où le parent fait, du mieux qu'il peut, c'est déjà super. Donc je suis pas là pour juger ou critiquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font. J'essaie juste d'apporter un peu des connaissances sur le cerveau de l'enfant, comment il fonctionne, sur les études scientifiques qui ont été menées, qui peuvent nous aider déjà à mieux comprendre notre enfant et donc derrière d'adapter la parentalité. Parce C'est que vrai, oui, oui, puis il y a tellement d'informations aujourd'hui justement, puis avec internet, avec les réseaux sociaux, on partage énormément de faits, des fois c'est scientifique, des fois ça l'est beaucoup moins, des fois il y a des gens qui ont une grande influence, qui ont une grande communauté, oui. mais qui sont un peu polarisants. Donc oui, c'est important de trouver à qui on
on relate là, pardon le terme, anglophone, mais avec qui on se sent bien, tu sais, puis Oui, trouver avec qui on quelqu'un fait qui confiance parle. finalement. Ouais, Exact. c'est ça. Ben écoute, on entre dans le vif du sujet. Allez. Hem, Quand on parle de coparentalité, de quoi on parle vraiment? Quand on parle de coparentalité, en tout cas pour moi, c'est en quelque sorte, l'art de partager la responsabilité éducative, qu'on va avoir envers notre enfant ou nos enfants, qu'on soit ensemble ou séparément. Et par, responsabilité éducative, il va y avoir évidemment tout ce qui va être question de l'éducation que l'on va donner à notre enfant, mais aussi de ce qui va être de l'organisation des journées pour, gérer, l'enfant, toute la communication qu'il y a aussi autour de l'enfant. Donc pour moi, c'est un petit peu tout ça et l'objectif, c'est de faire en sorte que l'enfant, il se sente vraiment dans un environnement dans lequel il se sent en sécurité et où il retrouve de la cohérence, que ses parents soient ensemble ou séparément. Pour moi, c'est un peu ça le plus important. Effectivement, j'appuie ce que tu dis, puis tu sais, faut se rappeler que, tous les êtres humains sont différents, viennent avec un bagage différent. Donc parfois tu sais, c'est important de s'entendre sur les valeurs fondamentales. Par contre, ça tu sais, c'est normal qu'on s'entende pas sur tout, puis qu'on ait des visions différentes par rapport à certaines choses. Fait que c'est ça qu'on doit naviguer. Tu sais, je pense que ça peut être d'un extrême à l'autre de, tu sais, moi j'aimerais que mon enfant, s'habille avec des vêtements non genrés ou, moi, je pense qu'on devrait faire baptiser notre enfant ou, tu sais, adhérer à une religion quelconque, alors que l'autre parent, c'est complètement, Mmh. heu je me rappelle d'un conflit, moi, qui a marqué beaucoup, beaucoup, en fait, quand j'ai été enceinte de mon premier. Moi, j'ai 2 garçons un garçon de 8 ans, un premier de 10 ans, un deuxième de 8 ans plutôt, dans cet ordre-là et quand j'étais enceinte de Henry, mon plus grand, on s'entendait pas sur, la circoncision. D'accord. Ah oui, donc c'est un gros Ouais. sujet. Oui, quand même, tu sais, puis Mmh. c'est pas quelque chose qui t'effleure l'esprit, là, avant Non! d'être enceinte d'un garçon, tu sais? Puis là, je me disais: Oui. «Ah mon Dieu, tu sais, moi, non, je ne peux pas concevoir qu'on va altérer le corps de mon Mmh. bébé qui naît en parfaite santé, tu sais, dans un parfait état tel qu'il Bien a sûr. été conçu par la nature». Puis bon, tu sais, le papa des garçons, il avait une autre vision des choses, c'est que ça a été quand même un premier grand débat entre nous. Mais c'est juste un exemple parmi tant Oui. d'autres. Alors, c'est quoi, ben toi, là, en tant que thérapeute en formation, en tant que maman aussi, en tant que femme, c'est quoi les désaccords les plus fréquents que tu observes chez les parents? Alors moi, les désaccords que j'observe, c'est, aussi lié du coup à ce que je partage sur les réseaux sociaux, mais du coup, ça va plus être sur, l'éducation à proprement parler que les parents souhaitent donner à leur enfant. Souvent, je constate qu'il y a un papa ou une maman, je vais pas mentir, c'est souvent la maman, qui souhaite proposer une éducation différente de celle qu'elle a connue. Une proposition qui sera, selon elle, plus en accord avec, son enfant, plus à l'écoute, plus, voilà, on va dire un peu plus nouvelle et face à ça, on a un autre parent qui lui va plus vouloir reproduire ce qu'il a vécu. Souvent, je vais pas mentir, c'est une éducation qui est quand même un peu plus autoritaire. Donc c'est là où je rends compte qu'il y a souvent des conflits parce que du coup, on a une maman souvent qui va beaucoup se renseigner, qui va voir des choses et qui sait que c'est important pour son enfant. Un papa qui va vouloir un peu marcher à l'instinct de ce qu'il connaît et c'est là où du coup on se confronte parce qu'on n'a pas les mêmes idées et c'est souvent là que, je vois les désaccords. En tout cas, moi, les désaccords qu'on me fait puisque je suis autour de cette éducation-là, quoi. Tu as tellement raison. Puis même, tu sais, des fois, c'est avec ton partenaire, des fois, c'est même avec, Oui. les autres personnes de l'entourage. Ça peut être avec tes propres parents, tu sais, qui sont les grands-parents de l'enfant, que la vision est complètement différente. Fait que oui. Oui, c'est compliqué et j'ai souvent aussi des personnes qui me disent effectivement, que ce sont, les parents ou les beaux-parents qui sont présents, beaucoup dans la vie de l'enfant, qui font souvent des remarques et du coup ça donne pas. C'est très compliqué parce que du coup ça remet en cause, ce que nous on aimerait faire. On doute en se disant: «Mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je fais pas la bonne chose» et au fond de nous on est convaincus en se disant: «Mais non, mais si» et on est tiraillés et du coup ça crée parfois des conflits, oui, qui sont assez importants et qui vont assez loin quand même, ouais. Ouais. Et parfois, Quand j'ai même des grands-parents qui m'écrivent et qui me disent: «Mais moi, j'aimerais, que mes enfants soient un peu plus doux, un peu plus bienveillants» et c'est donc, presque l'inverse, quoi. C'est les grands-parents qui me contactent en me disant: «Mais comment faire pour, montrer à mes enfants qu'on peut être, calme, qu'on peut, on peut éduquer un enfant sans être dans la punition, dans la menace ou autre, quoi?»
Ça doit être plus rare, par exemple, Mmh. parce que, tu sais, nous, tu sais, puis je pense que c'est répandu, là, à travers la planète. Corrige-moi si j'ai tort, mais je pense que notre génération, on a été là un peu plus, tu sais, à la dure, alors qu'aujourd'hui, avec justement les études, la science qui a évolué, on sait que l'approche bienveillante, le gentle parenting, est souvent plus bénéfique pour l'enfant sur le long terme. Peut-être Complètement. pas peut-être pas dans l'instant présent, tu sais, peut-être pas dans l'immédiat, mais sur le long terme, c'est assez prouvé maintenant, là, au niveau scientifique. Complètement, je Heu, pense qu'il y a juste les gens ont encore besoin de voir justement ce que la génération de nos enfants va devenir pour dire: «Ah oui, c'était une bonne idée finalement», mais ils ont encore besoin de preuves, certains. oui, tout à fait. Quand les parents ont des visions éducatives différentes, ça peut être quoi les impacts sur les enfants? Alors l'impact sur les enfants, évidemment, ça va dépendre de chaque enfant, de chaque famille et ça va dépendre du degré de la vision qui est différente, mais ça peut provoquer des enfants effectivement qui vont être un peu perdus, qui vont être anxieux, qui peuvent être stressés. Ils vont pas trop savoir sur quoi jongler parce qu'ils vont se dire: «Bah, papa dit ça, maman dit ça» et donc c'est difficile pour eux d'avoir justement ce que je disais au début, de la cohérence et de la stabilité, dans leur éducation. Donc ça risque forcément à un moment de mener de la confusion dans la tête, de l'enfant et à terme, ça peut aussi mener à des difficultés pour, gérer ses émotions. Parce que justement, il est tellement tiraillé qu'à un moment, ça doit ressortir. C'est normal, chez les enfants, c'est très prenant. Donc ça peut provoquer après des comportements plus difficiles. Puis c'est ça, c'est parce que ça force l'enfant à s'adapter constamment. C'est Tu sais, ça. même là, tu sais, je veux dire, on le voit de façon très, très, large, là, à quel point que les enfants qui passent tu sais, les parents séparés, qui passent de chez une maison à l'autre maison, s'adaptent. Ils ont des C'est sûr. comportements différents des fois, tu sais, que chez papa, chez maman, ça fonctionne pas de la même façon. Puis C'est ça peut être difficile, Ah oui, pour les enfants, c'est très difficile et que ce soit avec des parents séparés ou dans la même maison, c'est tout aussi difficile, je pense. Pour l'enfant, en tout ouais. cas. Est-ce que les désaccords parentaux surviennent autant, chez les parents qui sont toujours ensemble que chez les parents séparés, selon toi? Oui, je pense que pour le coup, ça c'est à peu près du même ordre, à la différence que quand les parents sont, encore, quand les parents ne sont plus ensemble, c'est sans doute plus visible parce qu'il y a déjà des désaccords, que les enfants savent que papa et maman, potentiellement, ne s'entendent plus, qu'ils se sont beaucoup criés dessus, donc c'est sans doute plus visible. Mais si on regarde les faits, je pense qu'effectivement, c'est la même chose. Mmh. OK. Est-ce que les enfants je pense que je connais déjà la réponse là, mais est-ce que les enfants ressentent les tensions, les désaccords entre leurs parents? Est-ce qu'ils peuvent parfois se sentir obligés de choisir un camp, entre les parents? Complètement. Les enfants, c'est des éponges. Ils ressentent, absolument, tout ce que nous, adultes, on ressent donc si les parents, sont stressés, l'enfant sera forcément stressé et du coup, oui, à un moment, ça peut l'emmener à choisir un camp ou au moins ou même se dire: «Ah, si j'aime papa, alors je trahis maman» ou ce genre de choses et donc c'est ce qui va faire qu'il va le tirailler donc ça va être compliqué pour lui, oui et en fait, il va choisir un camp mais parfois il va faire plaisir à papa quand il est avec papa, puis faire plaisir à maman quand il est avec maman et au final, il est tiraillé entre 2 personnes et c'est terrible pour un enfant. Ouais, ou se filtrer, tu sais, savoir, tu sais, des fois, même dans notre non-verbal, les parents, on peut comme tu dis, ils ressentent. Donc, même si on n'est pas en train de faire de l'aliénation parentale, en train de descendre l'autre parent ou de parler, tu sais, de faire nos mauvaises langues sur l'autre parent, ils peuvent le sentir quand que, ils racontent leur semaine ou un moment chez l'autre parent dans le non-verbal du parent qui écoute que ça ne fait pas plaisir, que ça lui fait de la peine ou donc ils peuvent ressentir ça puis c'est ça, se filtrer après sur ce qui Complètement et ils le ressentent et on se rend pas compte, mais les enfants, ils ont aussi envie de protéger leurs parents et quand ils savent que ça peut blesser papa ou maman, ils vont essayer de tout faire pour pas blesser. Le problème, c'est qu'ils vont prendre sur eux à un âge où ils devraient pas prendre sur eux. Parce que ça va laisser encore plus de séquelles, parce que nous, notre cerveau, le cortex préfrontal, il est beaucoup plus développé que le leur. Donc on est capable aussi parfois de prendre du recul, de voir les choses un peu différemment, là où un enfant est vraiment pris par l'émotion, est vraiment pris par la situation et donc ça a beaucoup plus d'impact pour lui effectivement. puis j'imagine aussi là, ça c'est je sors un peu du script, mais hem, ça j'imagine aussi que ça peut aller des 2 côtés. Ça peut peut-être faire un enfant qui est hyper, sensible ou
beaucoup, beaucoup dans ses émotions versus un enfant qui va se refermer sur lui-même puis qui va Oui. se couper de ses émotions. C'est ça. En fait, on va avoir soit un enfant qui peut effectivement se couper complètement parce qu'en fait, comme il ne sait pas ce qu'il faut faire, il préfère se couper, comme ça au moins il fait du mal à personne. Ou alors c'est un enfant qui à fin finira par exploser au niveau des émotions parce qu'à un moment ça déborde, hein. C'est comme on dit, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et puis, bah, ça explose et généralement ça n'explose pas comme il faut. Ouais. On peut aussi appeler tout ça donc un conflit de loyauté. Le fameux Hem, conflit de loyauté, oui. ouais, on y arrive. C'est ça, est-ce que tu peux nous expliquer, on en a parlé, mais concrètement, là, c'est quoi un conflit de loyauté? Alors, le conflit de loyauté, c'est vraiment quelque chose qui est interne à l'enfant. Nous, en tant qu'adultes, on peut aussi parfois ressentir du conflit de loyauté envers nos propres parents, même en étant adulte. Mais en gros, le conflit de loyauté, c'est quand un enfant va sentir qu'il doit choisir entre un de ses 2 parents. Mais c'est quelque chose qui est vraiment intérieur à lui et c'est souvent fait de manière aussi inconsciente, pour le coup. OK, parfait. Et ça va se montrer de différentes façons. On va peut-être voir un enfant qui va refuser d'aller voir, un parent, qui va ressentir de l'anxiété, qui peut aussi avoir parfois des propos un peu dévalorisants de l'autre parent. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte que parfois un enfant peut avoir un conflit de loyauté envers un parent ou un autre. OK. Puis comment ça affecte le développement émotionnel? J'imagine que c'est relié à l'âge aussi, là, mais tu sais, est-ce que selon toi, hem, c'est plus c'est plus facile pour un enfant de vivre que ses parents se séparent quand ils sont beaucoup plus jeunes, donc beaucoup moins conscients, ou plus tard quand ils sont plus en âge de comprendre? Sur la question de la séparation, je pense vraiment que ça va dépendre de la manière dont c'est fait. En fait, peu importe l'âge, je pense, mais ça va dépendre de la manière dont c'est fait parce que même des enfants qui ont 3 ans, si la séparation a été faite d'une manière ou d'une autre, ça peut rester ancré à l'intérieur sans qu'on s'en rende compte forcément et l'enfant n'a pas toujours besoin de conscientiser quelque chose pour garder alors je vais mettre des gros guillemets sur ce que je dis, mais un sort de traumatisme ou en tout cas une blessure. Donc pour moi, l'âge, ça n'a enfin, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est pas ça le plus gros danger, c'est plutôt la manière dont c'est fait et comment les parents vont se comporter avec l'enfant. On en parlera un peu plus tard, mais pour si on met l'enfant au milieu du conflit, ce genre de choses, c'est là où ça va avoir un impact, avec les parents. Aujourd'hui, sur le développement émotionnel, ce que ça va engendrer, c'est une insécurité émotionnelle. L'enfant, en fait, ne sait plus du tout où se positionner, donc ça, c'est très compliqué pour lui. Les enfants, ils ont besoin de stabilité, de cohérence et là il est complètement perdu. Ensuite, il va aussi ressentir, beaucoup de culpabilité parce qu'il va se dire: «Quoi que je fasse, quoi que je décide, quoi que je dise, potentiellement je fais du mal à quelqu'un que j'aime». Donc ça crée aussi beaucoup de culpabilité pour un enfant qui, parfois selon les âges ne se rend même pas compte que c'est de la culpabilité. Donc il Ouais, s'autoflagelle presque un petit peu, donc ça c'est très difficile. Comme je le disais tout à l'heure, ça va aussi mettre des difficultés dans la gestion des émotions. L'enfant va ressentir de la colère, de la tristesse, il va être confus. Donc, sur tout ce qui est émotion, c'est très délicat. Il va se sentir beaucoup responsable des relations avec ses parents. Donc, il va être presque parentifié, c'est-à-dire qu'il a plus un rôle d'enfant, mais presque il devient un adulte alors qu'il est encore un enfant. Donc ça, c'est très compliqué et sur du long terme, on c'est un enfant qui plus tard, comme il aura grandi dans ce contexte-là, peut reproduire un peu ces patterns et donc avoir des difficultés à dire non, il peut avoir peur du conflit, il peut être dans des relations instables, donc ça a quand même des conséquences sur le futur. Je dis pas que c'est obligatoire, attention, l'idée c'est pas de faire peur non plus, aux parents qui nous écoutent, mais ça peut être des conséquences si en tout cas, le parent, n'aide pas, l'enfant justement à comprendre ce qui se passe. oui. Puis c'est, j'en parlais hier justement là, dans un autre épisode de podcast avec une psychoéducatrice qui me disait, tu sais, que bon, heu, l'enfant qui vit un conflit de loyauté, ben, il sait plus où se mettre. Tu sais, il est vraiment perdu, il a plus de repères, puis ça peut faire qu'il se coupe de ses émotions, mais ça peut aussi faire que, comme tu disais tantôt, ça peut finir par exploser, tu sais, Oui. puis ça peut ne pas être beau, là. Donc, tu sais, si je prends mes enfants, par exemple, nous, on son pa leur père et moi, on s'est séparés quand il y avait, 2 et 4 ans, c'est jeune. Mais tu sais, ce que j'ai vu dans les répercussions, c'est beaucoup que Henry, 4 ans, comprenait beaucoup mieux ce qui se passait versus Arlo, 2 Bien ans. sûr. Fait que je pense que ça a été plus difficile tu sais, je parle de mon expérience Mmh. personnelle, là, je généralise pas, mais je pense que ça a été plus difficile pour Henry que pour Arlo. Oui. Oui, parce qu'il s'est rendu compte.
Donc il a fallu, j'imagine beaucoup de discussions aussi avec lui pour qu'il puisse, être plus en paix, savoir qu'il pouvait aimer papa et maman, qu'il y avait pas de enfin, que c'était les histoires des parents, mais pas son histoire à lui et que ça ne l'impactait pas à lui. C'est ça, Mmh. exactement. Hem, dans dans certaines situations, bon, là, on a parlé du développement, émotionnel. Bon, quand ça devient vraiment grave, là, on parle parfois d'aliénation parentale. Qu'est-ce que c'est l'aliénation parentale? Alors l'aliénation parentale, pour le coup, c'est quelque chose qui va être hors de la pensée de l'enfant. Le conflit de loyauté, c'est à l'intérieur de l'enfant. L'aliénation parentale, c'est autour de l'enfant et c'est en fait le parent de façon inconsciente, mais plus souvent consciente quand même, qui va faire en sorte de détourner l'enfant de l'autre parent. En fait, il choisit de dire: «Bah, mon enfant, il est dans mon camp et je vais faire en sorte qu'il aime pas le parent d'en face», en quelque sorte. Où il va émettre des opinions d'adultes ou des des commentaires d'adultes qui viendraient pas, tu sais, qui viendraient pas d'un enfant, C'est ça. heu, devant l'enfant, qui lui peut s'approprier ses paroles, puis ses opinions. C'est ça, complètement et donc en fait, bah, voilà, il est complètement pris sous l'emprise, du parent qui fait ça et donc là, clairement, il fait le choix, d'un parent parce qu'il y a eu cette emprise-là qui a été faite. Est-ce que ça peut vraiment être un manque de compréhension du parent qui exerce l'aliénation parentale sur son enfant, selon toi? Tu sais, c'est parce qu'on justement, on en parlait hier, là, tu sais, un il y a des ad tu sais, on parlait de la régulation émotionnelle chez les enfants, mais il y a des adultes qui arrivent même pas à se réguler émotionnellement, C'est tout un mais on sujet, hein. s'attend à ce que les enfants soient capables de se réguler. Fait que c'est un peu la même chose, tu sais, j'imagine qu'il y en a des parents que c'est vraiment, un manque de conscience, tu sais, ou un manque de connaissances qui vont émettre ces opinions-là ou ces commentaires-là devant l'enfant en sachant pas vraiment, à quel point ça peut avoir un impact, nocif. Complètement et c'est peut-être aussi des adultes qui ont vécu ça en étant enfants et qui se disent que c'est, la normalité presque donc c'est difficile du coup de leur en vouloir quand eux-mêmes ont vécu ça et qu'ils ne se sont pas rendus compte que ça avait un impact sur eux. C'est pour ça qu'il faut prévenir et espérer que quand la personne s'en rende compte, se dise: «Ah OK, là je fais quelque chose qui n'est pas forcément correct, c'était pas du tout mon intention et je vais changer les choses». Là où quand il y a un parent qui décide volontairement de le faire et en ayant conscience, là c'est complètement différent. Oh oui, 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 parce que c'est ça, la personne qui paye le plus, c'est pas l'autre parent. Ah non! La personne qui paye le plus, c'est l'enfant. Mmh et ça va laisser des traces forcément pour le futur, c'est certain, malheureusement. Ouais, ouais. Hem, c'est ça, c'est justement les impacts, on en a parlé là, les impacts plus tard là de l'aliénation parentale. Bah, ça va même plus loin, c'est qu'en fait ça donne même je trouve, un peu pour certains je pense ça peut donner une certaine philosophie de vie parce qu'en fait on se dit: «OK, j'aime maman par exemple et je déteste papa» ou inversement et ça fait comme si en fait on devait voir tout blanc ou tout noir dans la vie. Comme si en fait il pouvait pas y avoir, un peu au milieu donc c'est très compliqué. Après je pense aussi que quand on est enfant, on a très souvent 2 parents et donc on se construit une identité avec le côté papa et le côté maman ou en tout cas avec les 2 parents, peu importe. Et si on enlève un parent, on enlève forcément une part d'identité de l'enfant. Donc en fait, l'enfant se retrouve que il doit aussi lui enlever cette part d'identité qui était associée à ce parent. Donc il perd une partie de lui, donc sur l'estime de lui, sur la personnalité et son identité, ça a aussi beaucoup d'impact. Et je pense aussi sur un autre point, c'est que quand on grandit en se disant que, parce que j le parent qui est dans une dynamique d'aliénation avec son enfant, lui fait comprendre d'une manière un peu subtile, mais que, l'amour peut être conditionnel. Que pour être aimé, il faut faire correctement, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas dire ça et forcément, du coup, l'enfant va grandir avec ça en se disant: «Mais moi, si je veux qu'on m'aime, bah, il faut que je réponde aux standards, il faut que je dise oui à tout, il faut que, je fasse pas de vagues». Enfin bref, il aura ses propres a priori et ça pour plus tard, ça peut, dans ses relations amicales ou autres, avoir des conséquences. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux parents qui nous écoutent, qui se rendent compte, pas contre, qui se rendent compte qu'ils ont fait de l'aliénation parentale sur ses enfants? Pour moi, déjà, je vais dire, c'est que parents se rend compte que il a eu une dynamique d'aliénation envers son enfant. Je pense que ce qui est important déjà, c'est de se dire que ce qui a été fait dans le passé peut être modifié dans le futur et c'est déjà super
important de s'en rendre compte et déjà bravo parce que je pense que ça demande aussi une grande force, de reconnaître parfois aussi ses erreurs en tant que parent et le plus important, c'est se dire: «OK, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant pour mon enfant?» L'idée, ça va être de faire en sorte qu'on enlève le poids qu'il y a sur l'enfant, sur les émotions et le conflit et reprendre sa place de parent. C'est-à-dire de faire en sorte de ne plus se confier à son enfant comme si c'était notre meilleur ami. Ça reste un enfant et il n'est pas censé, voilà, nous consoler et entendre tout ce qu'on a à dire sur le parent, d'en face. Il ne faut plus lui demander de prendre parti pour une situation ou pour une autre, pour faire en sorte justement de le sortir de cette triangulation. Ça la Ouais. séparation ou voilà, ça concerne papa, maman, enfin les 2 parents, mais en aucun cas, l'enfant et je pense que quand c'est arrivé, il faut aller parler avec son enfant et lui dire: «Voilà, les choses ont été faites comme ça. Je dois t'avouer que je les ai peut-être pas faites comme j'aurais dû. Je me suis pas rendu compte, c'était pas dans mon intention. Peut-être que je t'ai mis dans une situation qui t'a un peu blessé. Dis-moi, parle-moi et je m'excuse et maintenant on va essayer de trouver des solutions ensemble pour justement que la situation change». Il y a pas de honte à venir vers un enfant, dire qu'on s'est trompé, dire qu'on a fait des erreurs, dire qu'on veut, modifier, qu'on veut faire le mieux. Au contraire, ça montre une grande preuve de sagesse et c'est quelque chose que l'enfant saura refaire plus tard parce qu'il aura vu son parent le faire. Et c'est OK, super. Ouais, c'est vraiment des belles paroles. Puis si tu t'adressais aux parents qui est de l'autre côté, qui sait que l'autre parent exerce, de l'aliénation parentale sur leur enfant, mais qui a pas de contrôle sur la situation vraiment Bah, là. c'est vrai que là, c'est plus difficile parce qu'on maîtrise, ce que nous on fait, mais on maîtrise pas ce que le parent en face fait. Je pense que là, c'est très important de rester un socle, pour son enfant. Déjà de le laisser de pas essayer de vouloir le contredire en disant: «Non, mais l'autre parent a tort, c'est pas vrai», de vouloir en quelque sorte rétablir la vérité parce que ça met encore plus l'enfant en porte-à-faux. Donc au contraire, ça va être d'accueillir ses émotions, de dire: «Je comprends. Tu sais, parfois les parents, on a des visions différentes, mais toi, tu peux avoir ton propre avis et je suis là pour toi. Je t'écoute». Le but, c'est vraiment que l'enfant se sente en sécurité, avec, ce parent-là, qui se dise que le parent accepte, voilà, de ses émotions telles qu'il les ressent, qu'il est pas constamment en train de le contredire en disant: «Mais non, mais c'est pas vrai ce que dit papa, maman, il dit que des bêtises» et de pas vouloir remettre voilà, de remettre encore l'enfant constamment. C'est vraiment d'être présent pour l'enfant, de lui laisser aussi le temps, dont il a besoin et de montrer à son enfant qu'il peut être en confiance avec lui. Et si, c'est rendu vraiment grave, là, tu sais, que si l'enfant adhère aux propos du parent qui fait de l'aliénation parentale, qu'est-ce qu'on peut faire pour reconnecter avec notre enfant ou lui montrer mettons là, que l'enfant revient un beau jour, puis tout à coup, il est complètement monté contre son autre parent, puis il veut rien savoir, il écoute plus, manque de respect, il a vraiment adhéré au discours du parent qui fait de l'aliénation parentale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est difficile, je pense que, alors si c'est possible évidemment d'avoir une discussion avec l'autre parent pour, essayer de voilà, de lui demander d'apaiser aussi les choses et de lui expliquer qu'en fait, ce qu'il est en train de faire a des conséquences sur son enfant. Après, je me doute que s'il y a eu séparation, parfois, ça peut être aussi difficile, d'aller discuter ou même s'il y a discussion que l'autre parent, comprenne. Je pense vraiment qu'il faut montrer à l'enfant qu'il est en sécurité. C'est quelque chose, malheureusement, on subit, mais quelque chose qui prend du temps, peut-être à recréer cette connexion et c'est terrible pour le parent parce qu'il y est pour rien dans cette situation et c'est très douloureux de se dire: «Mais mon enfant, me rejette, mon enfant est dur avec moi» et cetera et j'entends, mais plus on va se mettre en confrontation, à vouloir se défendre et cetera et plus ça va accentuer. L'enfant va se dire: «Oui, mais l'autre parent a raison. C'est vrai que ce côté-là de la maison, c'est pas terrible». Donc je pense qu'il faut vraiment être ouvert, ne pas hésiter à échanger avec l'enfant en disant: «Écoute, je sens que c'est difficile en ce moment entre nous. Est-ce qu'on peut en discuter?» Suivant l'âge évidemment de l'enfant, mais d'essayer de parler et après pourquoi pas sinon même après pouvoir être accompagné par des personnes, qui pourront aider justement à faire échanger les discussions et avoir une autre vision, quoi. Je sais que, tu sais, au Québec, quand ça devient vraiment problématique, on a des recours, D'accord, là, tu sais, on peut, soit faire appel à la DPJ, le département de la protection de la jeunesse ou, tu sais, encore même amener ça en cours, ça devient vraiment problématique en chambre de la famille. d'accord, OK.
avec des avocats. Est-ce qu'en France, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des recours, Alors, il juridiques? il il y en a. Maintenant, c'est toujours très compliqué, toujours très long. C'est du coup, plus source, de situations plus conflictuelles encore parce que c'est pas très, très bien fait. En tout cas, on n'est pas c'est pas les retours donc c'est utilisé, je pense, dans des situations, pour le coup, qui sont plus, dans des, peut-être de la violence et cetera, mais sinon peu de parents y vont parce que malheureusement aujourd'hui le système n'est pas fait justement pour aider assez, ces parents-là. J'imagine que c'est quand même tu sais, c'est difficile à prouver C'est aussi, ç là. Il doit y avoir des signes très flagrants chez l'enfant qui l'envie, mais encore, tu sais, de là à le prouver c'est cliniquement ça, c'est ou à compliqué, voilà, mais ça a toujours, de toute façon le c'est toujours la parole d'un contre l'autre et c'est toujours très compliqué du coup. plus les enfants sont jeunes aussi, là, tu sais, c'est sûr Complètement. qu'un enfant de 3, 4 ans, 5 ans, même Mmh. 6 ans, tu sais, qui vit ça, heu, ça doit vraiment pas être Non évident, et pour le pourtant, petit conflit, mais comme on disait, les signaux sont assez flagrants dans le sens où l'enfant va va dire des phrases, des mots qui ne sont pas de l'âge d'un enfant. En fait, il s'exprime comme si c'était un adulte, donc ça se voit presque très vite parce que, voilà, on se rend bien compte que c'est pas l'enfant qui parle, mais c'est le parent, en fait. Mais lui, il redit ce qu'il entend. ouais. C'est pas Non, évident, c'est hein, très c'est vraiment difficile. Ouais, les pas, parents qui sont dans cette situation, c'est vraiment très difficile et malheureusement et c'est terrible à dire, mais c'est qu'il y a pas de solution magique qui permettrait en fait, la solution magique, ce serait que l'autre parent se dise: «Ah oui, en fait, effectivement, j'étais sous le coup de la colère, je me suis pas rendu compte, je me suis énervé et puis bon, bah, c'est vrai que j'ai dit ça, ça, ça». Mais malheureusement, rares sont les fois où le parent d'en face, accepte de reconnaître ses torts. ouais. Oui, puis tu sais, c'est au-delà de ça. C'est le truc, c'est que c'est toujours tu sais, quand on discute avec un parent, même si on est en conflit, si on est séparés, ben, c'est que le thème principal devrait toujours être le meilleur intérêt des enfants, peu importe c'est quoi le conflit entre les 2 C'est adultes. ça. En fait, il faut vraiment se dire C'est que ça. quand des adultes se séparent, il faut qu'il reste une sorte de coéquipe pour l'enfant. Après tout le reste, voilà, chacun mais en tout cas pour les enfants, c'est dans un monde merveilleux, ce serait pour les enfants le ce qu'il y a de mieux. C'est qu'en fait, les parents se disent: «OK, on se sépare parce que nous, par contre, nos enfants n'ont pas à subir la situation. On reste une équipe juste dans la coparentalité pour que ce soit le Ouais. plus homogène possible pour eux et le plus sain». Est-ce que, connais-tu la dynamique bon cop, bad cop? Bon flic, mauvais flic? Oui? Eh ben, ouais. Est-ce que c'est très répandu ça? Puis est-ce que c'est bon pour l'enfant ou est-ce que c'est Ah! Bah, ou je sais pas, hein? c'est en fait, le problème, c'est que si c'est toujours la même personne qui est le, mauvais flic et l'autre le bon, forcément, ça va créer des tensions parce que du coup, l'enfant va se dire: «OK, bah, papa est toujours le gentil, maman est toujours la méchante» et donc ça crée des tensions. Donc, pour le coup, je suis pas forcément pour cette technique-là parce que ça peut vite engendrer et des frustrations pour les parents et du coup, l'enfant qui va avoir une vision d'un des parents qui est super et l'autre qui est un peu plus, altéré. Je pense que c'est important que les 2 parents puissent jouer les 2 rôles, en fait, pour que, l'enfant s'y retrouve, pour que les 2 parents s'y retrouvent. Après, peut-être parfois sur des sujets différents parce que dans l'éducation, comme on le disait tout à l'heure, on a chacun notre propre éducation. Parfois, ben, on a certains ont des combats et d'autres combats et c'est important que les 2 participent de la même manière, finalement. Ouais. Ou encore, c'est le plus possible faire front commun, tu sais, c'est C'est quand ça. il y a un sujet de discussion, mais est-ce qu'il y a certains conflits que, au contraire, c'est bon qu'on expose devant les enfants si on est capable de bien communiquer puis de bien, hem, heu, conclure le petit conflit, tu sais? Je sais pas, mettons, quelque chose de léger, de simple, par exemple, «Ah, on va dîner à quel restaurant ce midi?» là. Oui, ça à la Exemple. limite, j'ai envie de dire, c'est génial, dans le sens où si justement on sait pas où est-ce qu'on va manger à midi, du coup le parent A veut aller là et le parent B veut aller là et en fait l'enfant se dit: «Ah il y a des accords» et en gros qui va gagner et en fait il se rend compte que c'est pas une question de qui va gagner, mais en fait
de discussion, d'échange, de se dire: «Bah, écoute, là, on peut faire comme ça aujourd'hui, la prochaine fois». L'enfant, du coup, quand lui sera face à un conflit avec un ami, ses parents, il se dira: «J'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin de gagner, j'ai juste besoin de discuter, d'écouter aussi l'autre, son besoin, ce qu'il a à dire» et en fait, de faire chacun un pas pour ensuite décider ensemble de la meilleure solution à ce moment-là. Et ça, c'est génial pour les enfants parce que ça montre un exemple de comment, gérer un conflit de façon sain. Donc ce genre de conflit, oui, mais pas voilà, pas des conflits qui sont, très très forts devant les enfants, en tout cas. Tu veux dire, très fort au niveau, du ton ou très fort au niveau comme de la profondeur Voilà, du les conflit 2, là, tu sais je de dirais. Par les exemple, 2? si c'est des conflits d'argent, je pense que les enfants n'ont pas à être mêlés, à ce genre de discussion parce que pour les parents, c'est très prenant émotionnellement. Donc je pense que comme tu disais, il faut que ce soit léger et que c'est un but presque, éducatif à la fin, pour l'enfant. Mais, en tout cas, les gros sujets, je pense qu'il faut pas qu'ils soient menés devant les enfants, mais plutôt quand les enfants ne sont pas là et après les parents, en discutent de leur côté. Mais voilà, il y a des choses les enfants doivent rester des enfants. Ils ne doivent pas prendre parti, des problèmes, des conflits que les adultes ont. C'est pas leur responsabilité. Si un couple de parents, se rencontre ou même des parents séparés, 2 parents se rendent compte qu'ils ont débordé devant leurs enfants, est-ce que comment tu aborderais ça toi? Alors, bah, comme tout à l'heure, dans le sens où ça peut arriver. Par contre, on est humain, hein. Moi, la première parfois, je m'embrouille avec mon conjoint et ma fille est là. On peut pas toujours éviter, même si on le souhaite. Après, le but, c'est d'aller voir l'enfant et de lui dire: «Voilà, papa et maman s'est crié dessus, mais on s'aime toujours. Ça ne remet pas l'amour qu'on a envers toi. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta responsabilité» et après de remontrer aussi à l'enfant en disant: «Voilà, là, on va papa et maman, on va juste un tout petit peu souffler, mais t'inquiète pas, après on se retrouve» et de montrer que voilà, parfois, quand on se dispute, comme avec les enfants, on sait aussi s'excuser et je pense que dans ces moments-là, ce qui est génial, c'est que si on s'est, crié dessus devant l'enfant, c'est aussi de s'excuser auprès de son conjoint, devant son enfant, pour montrer comment on répare quand il y a eu une dispute et Ouais. ça, du coup, ça fera partie d'un apprentissage qui sera très fort parce que l'enfant se dira: «OK, bah, là, papa et maman se sont criés dessus, mais je les ai vus aussi se réconcilier, se dire pardon l'un l'autre parce que chacun, voilà, il y a toujours, comme on dit: «Jamais de fumée sans feu», donc il y en a toujours un généralement, enfin, ça vient des 2 côtés et de se dire, voilà, chacun a fait un pas ensemble pour, s'excuser, se pardonner et l'enfant a pu le voir. Donc je pense que c'est aussi important. Si l'enfant voit la dispute, ça Ouais. peut être intéressant. Hem, dans la rubrique plus conseils, dans une situation de désaccord, parentale ou de séparation, qu'est-ce qui aide à protéger l'enfant émotionnellement? Qu'est-ce que les 2 parents là, on parle plus de con tu sais, il y a pas de parent qui est en train de Oui, placer oui. l'enfant dans la tu sais, ça se passe tellement, ils ont pris la décision de se séparer ou il y a un conflit. Comment on peut protéger notre enfant pour être certain qu'il il prend pas ça sur ses Mmh. épaules ou qu'il vit pas des émotions, démesurées pour son Alors, je âge? pense que déjà, c'est important, de prévenir le conflit. C'est déjà se dire avec justement le parent avec qui on sépare, de se dire que, on se concerte avant de prendre certaines décisions, qu'on garde autant que possible de la cohérence, dans les règles, qu'on n'implique pas l'enfant, dans les conflits. Ensuite, c'est justement de dire: «OK, on va essayer de maintenir une certaine stabilité et les repères entre les 2 maisons», comme on disait, pour que l'enfant est le en tout cas, évidemment, il y aura des différences, mais qu'il ait le moins possible d'écart et comme ça lui permet d'avoir plus de souplesse à passer d'une maison à une autre, sans que ce soit à chaque fois des immenses changements. En tout cas, même au début, pour essayer de faire un peu la transition, dans tous les cas. Après pour moi et ça c'est valable, mais dans tous les sujets, c'est d'accueillir les émotions de l'enfant. C'est très important de pas, voilà, juste au début dire: «Oui, alors, là, j'accueille ton émotion» et puis après non, si l'enfant au bout de 2 ans, il a encore besoin de parler de cette séparation, de dire qu'il est triste, en colère, c'est d'accueillir cette émotion et de l'aider justement à traverser cette émotion et je pense après que c'est aussi en étant soi-même un repère, émotionnel stable. Si nous, on est calme, si nous, on est stable, si nous, on est en paix, notre enfant va forcément prendre un peu notre, système nerveux du calme et il va pouvoir se l'approprier et ça va aussi beaucoup aider. Donc je pense que c'est aussi important, autant que possible quand on le peut, de voilà, d'essayer en tout cas d'être calme et donc voilà, de pas être dans la critique de l'autre parent, de pas faire en sorte, de mettre l'enfant au milieu et en porte-à-faux ou de lui faire ressentir quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment pour moi très important et évidemment, c'est de clarifier la situation avec des mots.
parler avec son enfant. Même petit, ils comprennent souvent bien plus que ce qu'on ne pense et je pense que c'est important de parler, d'expliquer et de rassurer, comme on disait tout à l'heure, de c'est pas toi qu'on n'aime plus, c'est pas à cause de toi, c'est papa et maman qui sont plus alignés, mais papa t'aimera toujours, moi je t'aimerai toujours, toi tu as le droit d'aimer papa aussi fort que tu veux et tu as le droit d'aimer maman aussi fort que tu veux et de le rassurer sur le fait qu'il y a pas de problème, que s'il a passé un excellent week-end avec papa, il a le droit de venir le raconter avec à maman. Voilà, c'est ce genre de choses et qu'il se sente libre en tout cas de pouvoir, exprimer et aimer comme il a envie. Génial. Hem, je peut-être qu'on va se répéter un peu là, mais qu'est-ce que tu dirais à un parent qui vit des tensions importantes avec l'autre parent et qui s'inquiète pour le bien-être de son enfant? On a effleuré ça un peu tantôt avec les recours, tout ça, quand c'était comme, tu sais, l'aliénation parentale Oui. profonde ou c'était très marqué, mais Je dirais que déjà le fait que vous le parent s'inquiète pour son enfant, ça montre déjà qu'il est attentif, à son bien-être et que ce qui va être important, c'est comment ce que lui, toi, enfin, le parent en question va montrer à son enfant et comment il va se comporter avec lui. Donc ça va être sa façon de parler avec l'enfant, ça va être la manière d'accueillir ses émotions, l'ambiance qu'il va y avoir à la maison. C'est ce genre de choses qui va déjà pouvoir abaisser, les tensions et ça va surtout créer de la sécurité intérieure à l'enfant. Et ça, c'est quelque chose, c'est précieux, hein, on va pas se mentir, hein, pour un enfant et ça aide, énormément. Et comme je le disais, effectivement, je vais me répéter un peu, mais je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment d'accueillir sans jugement, ce que l'enfant ressent. Parce que ça, c'est vraiment d'une force qui est très forte. C'est, essayer de pas tout le temps vouloir corriger, ce que va dire l'autre parent ou défendre. Voilà, c'est être le p autant que possible, le plus neutre possible et en fait, juste être là pour son enfant. Je pense que c'est ça qui est important. oui. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé sur la coparentalité ou sur le conflit, sur comment les enfants peuvent le vivre? Non, je pense qu'on a quand même abordé beaucoup de sujets. Alors c'est vrai que moi, là où je veux juste, c'est le but, c'est pas de faire peur aux parents qui, vont se séparer ou qui se séparent en se disant: «Mon Dieu, on va faire un traumatisme à notre enfant» et cetera. Les enfants sont effectivement des éponges, mais ils sont aussi capables de beaucoup, s'ajuster et de remodifier un peu les choses. Par contre, ils ont besoin de leurs parents, ils ont besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup de liens et de connexions et c'est ça qu'il faut leur offrir. La possibilité de parler, la possibilité d'être compris, de ne pas être mis à l'écart sur certaines choses et je pense qu'il faut accompagner l'enfant en fait, autant que possible et donc ne pas s'inquiéter. L'enfant survivra évidemment. Au début, c'est peut-être triste pour lui parce que c'est pas facile, hein, de voir son papa et sa maman se séparer, mais se rassurer qu'après si, les choses sont bien faites, l'enfant n'aura pas de traumatisme et voilà, la vie continue et puis il sera heureux et c'est ce qui compte à la fin. Oui. Hem, écoute, c'est ce qui nous amène à déjà la conclusion, de cet épisode qui j'espère va avoir aidé beaucoup de parents qui se posent des questions. La remise en question quand on est parent, je pense que ça fait partie de la vie, puis je pense que c'est sain. Puis quand on s'y retrouve pas, ben, je pense que c'est important d'en parler aussi, Complètement. à des professionnels, mais aussi à nos Oui, amis qui vivent des trucs similaires ou tu sais, qui des fois un regard extérieur, ça peut faire une grande différence. complètement. Hem, pas hésiter à aller chercher de l'aide quand c'est De nécessaire, parler. parce que ça peut être très, très lourd et très difficile à traverser, surtout quand parce que nos enfants, là, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est les personnes les plus importantes dans nos vies, mon Dieu, pardon. Et donc je pense que tu sais, c'est faut pas minimiser ça. Complètement. Il faut en prendre soin, il faut prendre soin de nous aussi là-dedans. Si on prend soin de Hem soi, on prend soin de nos enfants. 100 100. Si les parents qui nous écoutent aujourd'hui, Romane, pouvaient retenir une seule chose pour protéger leur enfant dans une situation de conflit parental, tu sais, là, un résumé là, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, là, ce serait qu'est-ce que tu voudrais que les parents Ce retiennent? que j'aimerais que les parents retiennent, c'est autant que possible, ne jamais mettre l'enfant dans le conflit entre adultes. C'est faire en sorte que l'enfant n'ait jamais à choisir entre un parent et c'est que, l'enfant n'a pas à porter nos émotions à nous et que nous, on doit accueillir les siennes parce que c'est notre rôle. Je pense que c'est ça
Heu, le plus important, c'est que l'enfant se sente libre de pouvoir aimer ses parents comme il le veut, comme il le souhaite et qu'il ne sente pas une pression de la part d'un des 2 parents. Romane, on l'a dit, vite, vite tantôt en début d'épisode, mais où est-ce qu'on peut te trouver, te suivre si on veut, faire appel à toi pour des conseils, peu importe? Comment on te trouve? Comment on te Alors, on me suit? trouve sur Instagram et sur TikTok, du coup sur, voilà mes comptes, Romane, thérapeute et coach, parentalité et je serais ravie de pouvoir, échanger, que ce soit en commentaire ou en DM, ça me fera, grand plaisir. Merci infiniment pour ta présence aujourd'hui. Ça a été un super bel échange. Encore une fois, c'est merveilleux la technologie qu'on puisse échanger d'un côté à l'autre de la Terre. Donc, merci encore beaucoup, beaucoup. Puis, c'est sûr que je pense que les gens qui vont avoir écouté l'épisode vont avoir retiré quelque chose de positif de tout Bah, ça. merci à toi pour cette invitation et j'espère qu'on aura aidé, quelques parents, en tout cas à se sentir mieux et peut-être à trouver, des solutions pour qu'ils puissent un peu, changer, les voilà, les situations qui leur portent, souci. Bonne Au revoir. journée. Merci encore.